Elle était plus qu'une actrice, elle était une lumière que le monde regardait sans jamais comprendre. Romy Schneider, l'icône tragique, la souveraine de l'écran, et pourtant si humaine derrière les flashs. Pendant des décennies, tout ce que nous avons su d'elle venait de photos volées, d'interviews fragmentées, de rumeurs, jusqu'à ce jour où, à 66 ans, Daniel Biasini, son second mari, celui qui avait partagé ses triomphes et ses nuits d'abîme, décida enfin de parler, non pas pour se défendre, ni pour se mettre en avant, mais pour redonner à Romy sa vérité. Pendant 40 ans, il avait gardé le silence, respectant une promesse faite à la femme qu'il avait aimée plus que sa propre vie, ne rien dire tant que la douleur ne serait pas devenue mémoire. Et cette mémoire aujourd'hui, il la confie au monde. Dans ces mots, Romy n'est plus une légende consumée par le malheur, mais une femme blessée par la vie, courageuse, vibrante, incapable de tricher avec ses émotions. Elle n'a jamais su vivre à moitié, murmure Daniel dans sa voix douce et fatiguée. Elle aimait jusqu'à s'oublier. Elle souffrait avec la même intensité. C'est pas un témoignage de scandale, mais un acte d'amour. Dans ses souvenirs, il reconstruit le fil déchiré d'une existence trop courte, marquée par les contradictions, la gloire et la solitude, la beauté et la peur, la maternité et la perte. Romy, pour lui, n'était pas une star, mais une âme. Il se souvient de son rire franc, de ses colères soudaines, de cette façon qu'elle avait de marcher pieds nus dans le jardin de Saint-Tropez, comme une enfant échappée d'un rêve. Le monde la voulait parfaite, il l'a connue fragile, et c'est cette fragilité, dit-il, qui la rendait inoubliable. Son silence brisé n'est pas une confession tardive, mais une transmission. Il ne cherche ni la pitié, ni le sensationnel, seulement la justice du souvenir. J'ai longtemps cru qu'il valait mieux se taire, avoue-t-il. Mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait d'elle, j'ai compris qu'il fallait parler. Alors il parle calmement, sans rancune, et derrière ces mots se dessine une vérité simple. Romy n'était pas un drame, mais une vie. Une vie que le monde avait transformée en tragédie pour mieux la consommer. Et maintenant, c'est lui qui raconte. L'homme de l'ombre, celui qui avait tout vu, tout porté, et qui pour la première fois ose dire ce que personne n'avait su entendre. L'amour derrière le mythe, la tendresse derrière le chaos. Leur histoire commence dans un décor de cinéma, là où les vies réelles se croisent avec la fiction. En 1973, sur le tournage du film Le train de Pierre Granier de Fer, Romy Schneider est déjà une légende européenne, adulée, épuisée, auréolée de gloire, mais rongée par la solitude. Lui, Daniel Biasini, n'a que 24 ans. Jeune franco-italien, discret, au regard clair et attentif, il n'est encore qu'un attaché de presse débutant, invisible parmi les techniciens. Le destin, capricieux, les met face à face, et tout commence dans un silence. Elle m'a regardé comme on regarde quelqu'un qui comprend sans parler, racontera Daniel plus tard. Romy revenait alors d'un mariage dévasté avec Harry Meyen, un dramaturge allemand dont la violence psychologique l'avait laissé en morceaux. Elle luttait pour la garde de son fils, David, et portait sur ses épaules un monde de blessures et de jugements. Daniel, lui, offrait ce que personne n'osait lui donner, la paix. Au début, leur relation fut strictement professionnelle. Il organisait ses rendez-vous, filtrait les appels, préparait les interviews, mais très vite il devint davantage qu'un simple assistant. Il devint un point fixe dans l'univers chaotique de Romy. Je me souviens d'elle le soir, rentrée du tournage, fatiguée au point de ne plus parler, dit-il. Elle se contentait de s'asseoir, de fermer les yeux. Je lui apportais du thé. Elle me disait juste merci, et cela suffisait. Peu à peu, un lien invisible s'installa. Romy, qui se méfiait de tout le monde, se mit à lui faire confiance. Elle riait de nouveau. Elle osait s'endormir sans peur. Dans la lumière des plateaux, elle redevenait la star. Dans la pénombre de l'appartement qui lui trouva rue Bonaparte, elle redevenait femme. Ce fut une lente naissance d'amour, sans promesse ni éclat, juste une tendresse grandissante, faite de regards et de silences partagés. Lui ne cherchait rien. Elle, sans le vouloir, trouva tout. Avec lui, je me sens jeune à nouveau, confia-t-elle à une amie. En décembre 1975, ils se marièrent en toute discrétion à Berlin-Ouest, loin des journalistes, loin du vacarme. Ce jour-là, Daniel ne vit pas une star devant lui, mais une compagne fragile qu'il voulait protéger. Il n'avait pas prévu d'aimer une icône, mais il tomba amoureux d'une âme. Leur union semblait improbable. 11 ans les séparaient, deux univers les opposaient,
Mais c'est dans cette différence que naquit leur force. J'étais son ancre, dit Daniel simplement. Et, dans la tourmente de Romy, il fut aussi son abri. Les premières années de leur mariage furent baignées d'une douceur inattendue. Pour la première fois depuis longtemps, Romy Schneider semblait heureuse, presque apaisée. Après tant de blessures, elle avait enfin trouvé un équilibre fragile entre la vie publique et la vie intime. En 1977, la naissance de leur fille Sarah fut un miracle. Quand elle l'a prise dans ses bras, raconte Daniel, j'ai vu son visage s'illuminer d'une lumière que je ne lui connaissais pas. Romy riait, chantait, cuisinait. Les tabloïds la disaient toujours instable, mais Daniel savait. Elle était simplement vivante. Leur maison entre Paris et Saint-Tropez respirait la simplicité. Pas de fêtes mondaines, pas de champagne, seulement des promenades au bord de la mer, des repas partagés, des moments suspendus où Romy redevenait celle qu'elle avait été avant la gloire. Avec Sarah et David, le fils de son premier mariage, elle retrouvait la tendresse qu'elle croyait perdue. Daniel se souvenait d'un après-midi d'été où ils jouaient tous dans le jardin, le soleil éclatant sur les cheveux blonds de David. C'étaient les plus belles années, murmure-t-il aujourd'hui, mais la lumière n'efface pas les ombres. Derrière la joie, les fissures commençaient à apparaître. Le cinéma exigeait tout d'elle, son temps, son énergie, son corps. Daniel, de son côté, poursuivait sa carrière d'écrivain et de journaliste. Il s'éloignait, sans s'en rendre compte. Nous courions chacun après quelque chose, admettra-t-il. Elle, son art, lui, sa liberté. Et au milieu, leur famille qui se désagrégeait lentement. Les disputes, d'abord rares, devinrent fréquentes. Romy oscillait entre tendresse et désespoir. Les fantômes du passé, la trahison, la peur d'être abandonné revenaient la hanter. Daniel essayait de l'aider, mais il sentait qu'il perdait pied. Ce n'était pas la colère, c'était la fatigue, dira-t-il. En 1981, après 6 années de passion et de douleur, ils divorcèrent dans le silence. Pas de cris, pas de haine. Seulement 2 êtres à bout de souffle. Romy garda son élégance, même dans la rupture. Elle écrivit à Daniel une lettre brève. « Merci pour m'avoir aimé quand je ne m'aimais plus. » Il la relut 1000 fois. Et, malgré la séparation, un fil invisible les liait encore, celui d'un amour qui ne meurt jamais vraiment, même lorsque la vie s'en va dans une autre direction. Pour le monde, ils étaient plus qu'un couple brisé. Mais pour Daniel, elle restait la femme, pas la star, celle qu'il avait tenue contre lui quand tout s'effondrait. Et cette conviction, il ne la perdra jamais. L'été 1981 porta en lui une tragédie que nul cœur ne pouvait supporter. David, le fils de Romy âgé de 14 ans, mourut accidentellement dans les bras de Daniel. L'événement marqua à jamais leur vie et transforma leur amour en un champ de ruines silencieuses. Ce jour-là, tout bascula. David passait les vacances chez les parents de Daniel, dans une maison tranquille en banlieue parisienne, un lieu d'enfance et de paix. Un après-midi, il oublia sa clé et tenta d'escalader le portail, comme il l'avait déjà fait tant de fois. Mais cette fois, son pied glissa. Une pointe de fer lui transperça la cuisse. L'artère fémorale sectionnée, le sang jaillit. Daniel accourut, terrifié, posant ses mains sur la plaie pour arrêter l'hémorragie, appelant à l'aide, répétant son prénom comme une prière. David le regardait, conscient, et puis, plus rien. « Il est mort dans mes bras », murmure Daniel. Ces mots, il ne les a jamais vraiment digérés. Le temps, dit-il, n'a pas guéri, il a simplement changé la forme de la douleur. Pendant des semaines, il ne sortit plus, enfermé dans un silence sans fin. Romy venait parfois tremblante, s'asseyant près de lui sans parler. 2 êtres détruits, réunis par une perte qu'aucune consolation n'effaçait, les tabloïds flairèrent le drame comme des vautours. Des photos des funérailles furent vendues, des détails sordides inventés. Romy, folle de douleur, cria à la presse « Vous l'avez tué 2 fois ». Ce fut le moment où quelque chose en elle se brisa définitivement. Depuis la mort de David, Romy n'était plus vraiment en vie. Daniel le voyait à chaque regard, à chaque geste ralenti, à chaque cigarette qu'elle allumait sans l'éteindre. Il tentait de se soutenir, mais la mort de l'enfant avait ouvert un abîme infranchissable. « Nous étions ensemble dans la douleur, mais séparés par elle », confiera Daniel. Il restait, par loyauté, par amour, mais il savait qu'il ne pourrait jamais la sauver. Romy sombrait lentement non pas dans le scandale ou la folie, mais dans une tristesse absolue,
épuisante, presque physique. Ce drame fut pour elle le début de la fin, et pour lui une condamnation douce, vivre en portant la mémoire d'un instant qu'il aurait voulu effacer. Daniel dira plus tard que cet après-midi d'été ne l'a jamais quitté, qu'il vit encore avec le bruit des feuilles et le goût du fer dans l'air. Et dans ce silence-là, quelque chose de Romy s'est éteint avant même sa mort. Le 29 mai 1982, le cœur de Romy Schneider s'arrêta. Elle n'avait que 43 ans. Le monde s'immobilisa, incrédule. L'impératrice du cinéma européen venait de s'éteindre, laissant derrière elle un mystère, des rumeurs et une douleur collective. Suicide, overdose, alcool, dépression, les hypothèses jaillirent aussitôt, alimentées par une presse avide de tragédie. Mais Daniel Biasini, lui, refusa ces récits. Ce n'était pas un suicide, affirma-t-il. Son cœur s'est simplement arrêté. Il savait combien Romy souffrait. Physiquement, d'abord, elle avait subi une opération lourde pour retirer un rein malade, laissant sur son corps une cicatrice longue et douloureuse. Moralement, ensuite, les dettes, les désillusions, la perte de son fils. Pourtant, malgré tout, elle ne voulait pas mourir. Elle voulait seulement reposer. Elle ne savait plus comment continuer, dit Daniel, avec une voix d'une infinie douceur. Dans les jours qui suivirent sa mort, il fit ce qu'il avait toujours fait, la protéger. Il organisa les funérailles dans la plus grande simplicité. Il veilla à ce que leur fille Sarah soit tenue à l'écart des caméras. Et quand Alain Delon, son ancien grand amour, resta assis des heures près du cercueil, Daniel ne dit rien. Ils appartenaient l'un à l'autre d'une manière que je ne pouvais pas toucher, confiera-t-il plus tard. Il n'y avait ni jalousie ni colère, seulement un respect silencieux entre deux hommes unis par la même femme. Puis vinrent les années de rumeurs. Des livres, des films, des documentaires tentèrent de raconter Romy. Certains la réduisirent à une figure tragique, détruite par la célébrité. Daniel, blessé, sortit enfin de son mutisme pour défendre sa mémoire. Ils ont voulu faire d'elle une caricature, dit-il. Mais elle n'était pas brisée. Elle riait, elle aimait, elle espérait encore. Un film en particulier, 3 jours à Quiberon, le bouleversa. On y montrait une Romy ivre, refusant un appel de son fils. Jamais, s'indigna Daniel, jamais elle n'a ignoré David. Il porta plainte, perdit le procès, mais garda la tête haute. Ce n'était pas l'argent qu'il voulait, c'était la dignité. Il ne supportait pas qu'on transforme sa femme en mythe malade. Pour lui, elle n'était pas une héroïne tragique, elle était une femme. Et jusqu'à son dernier souffle, il resta son défenseur. Je me bats encore, disait-il, parce qu'elle ne peut plus se défendre elle-même. Dans sa bouche, cette phrase sonnait comme un serment d'amour éternel. Les années ont passé, et Daniel Biasini vit désormais loin des projecteurs, dans une maison simple du sud de la France, entourée d'oliviers et de silence. Sur son bureau, quelques photographies demeurent. Romy, souriante, tenant la petite Sarah dans ses bras, David, jouant dans le jardin, et plus récemment, sa petite fille, Anna Rosalie, le visage éclairé du même éclat tendre. Daniel s'est remarié en 2003 avec Gabrielle, une écrivaine discrète. Leur union est sereine, mais nul ne peut ignorer la présence invisible de Romy dans la maison. Elle vit encore dans les mots qu'il écrit, dans les gestes qu'il répète, dans la manière dont il prononce certains souvenirs avec précaution. À plus de 70 ans, il n'est plus ce jeune homme au regard timide qui suivait Romy sur les plateaux. Il est un homme d'expérience, apaisé, mais encore habité par 2 absences, celle de David et celle de Romy. Il n'en parle presque jamais, sauf quand la vérité l'exige. Il y a des blessures dont on ne guérit pas, seulement des cicatrices qu'on apprend à porter, dit-il. Ces mots, il les répète parfois à de jeunes écrivains qu'il forme désormais, leur enseignant non seulement la technique, mais aussi l'éthique. Racontez les vies, mais ne les détruisez pas. Sarah, leur fille, a grandi à l'écart du tumulte médiatique. Elle est devenue actrice à son tour, mais à sa manière, pudique, introspective, fidèle à une quête de vérité plus qu'à la gloire. Dans son livre « La beauté du ciel », elle a enfin osé affronter le fantôme maternel. Ce n'est pas une biographie, dit-elle, mais une lettre à sa fille et à sa mère. « Tout le monde veut pleurer Romy, sauf moi », écrit-elle. Ce n'est pas du rejet, c'est une guérison. Par ces mots, elle a redonné à Romy ce que le monde lui avait volé, son humanité. Aujourd'hui, Daniel regarde Sarah avec fierté. Il voit en elle la continuité de ce qu'il a aimé chez Romy,
la force, la douceur, la vérité nue. À travers sa fille et sa petite-fille, il sent que la mémoire s'est apaisée, que l'amour, a remplacé le deuil. Parfois, quand la lumière du soir traverse la fenêtre de son bureau, il croit entendre un rire, celui de Romy, peut être ou celui du souvenir. Et alors il sourit sans tristesse. J'étais son mari, dit-il quand on lui pose la question. Puis il se tait, parce que, au fond, tout est déjà dit. Dans le silence brisé de Daniel Biasini, renaît la vérité de Romy Schneider, non pas une icône brisée, mais une femme de chair et d'émotion. Leur histoire, faite d'amour, de perte et de fidélité, traverse les décennies comme un fil invisible, reliant passé et présent. À travers Sarah et sa fille Anna, l'héritage de Romy continue non dans la gloire, mais dans la tendresse. Daniel, désormais apaisé, n'a pas cherché à effacer la douleur, il l'a transformée en mémoire. Et c'est ainsi qu'il lui a offert la paix que la vie lui avait refusée.